Laissez-le partir. Maintenant. C'est mon fils. Madame, on ne peut pas le laisser partir comme ça. C'est un suspect. Imaginez-vous arrêté pour prendre un soda après un entraînement de basket et finir le visage plaqué contre une voiture de police. Simplement à cause de la couleur de votre peau. C'est ce qui est arrivé par une nuit moite à Villeneuve-Saint-Clair, en banlieue parisienne, quand Yanis Relil, un adolescent noir de 16 ans, a croisé la route de deux policiers qui ont vu en lui une menace plutôt que l'innocence. La nuit humide pesait sur la ville lorsque Yanis est entré dans la petite supérette de quartier après son entraînement de basket. La sueur collait à son maillot. Ses baskets crissant doucement sur le sol en lino. Il voulait juste un soda avant de rentrer chez lui. La clochette de la porte a tinté. L'air frais de la climatisation caressant son visage fatigué. « Bonsoir, monsieur Durand », dit Yanis en saluant l'homme blanc plus âgé derrière le comptoir. Henri Durand leva les yeux de son journal et sourit. « Alors, cet entraînement, jeune homme ?» « Ça a été », répondit Yanis en ouvrant la porte du frigo pour prendre un Sprite. Il envoya un SMS rapide à sa mère. « J'arrive dans 10 minutes. Tu veux quelque chose ?» Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. « Juste toi, sain et sauf. » Ce simple message le fit sourire. Il attrapa un paquet de chips et se tourna vers le comptoir quand des lumières bleues et rouges balayèrent les vitrines. Des pneus crissèrent sur le gravier dehors. Son estomac se noua. Sa mère lui avait appris ce que ce sentiment signifiait. Astérisque reste calme. Sois poli. Souviens-toi de tes droits. Astérisque. La clochette retentit de nouveau. Deux policiers blancs entrèrent. Le brigadier Moreau et le gardien de la paix Lefebvre. La main de Moreau reposait déjà sur son étui à pistolet. Son regard se fixa sur Yanis avec une froideur qui dépassait la simple suspicion. « On a eu un signalement pour un vol à quelques rues d'ici, » dit Moreau, son sourire en coin s'élargissant. « Le suspect est un jeune homme noir, d'environ 1,80 m. Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Je viens juste prendre un verre. Monsieur, dit Yanis d'une voix stable. Je sors de l'entraînement de basket. C'est ça, mon garçon. Moreau tourna autour de lui comme un requin. Vide tes poches. Je n'ai rien fait de mal, répondit calmement Yanis, tenant toujours son Sprite et ses chips. Demandez à monsieur Durand. Je viens ici tous les soirs. Henri se sentit mal à l'aise. Messieurs les agents, ce gamin ne pose aucun problème. Il passe tous les soirs après son entraînement. Vide tes poches. Maintenant, aboya Moreau. L'agent Lefebvre, nerveux mais silencieux, se plaça pour bloquer la porte. Yanis obéit. Il posa tout sur une étagère. Son portefeuille, son téléphone, ses clés, son porte-clés de basket. Vous voyez ? Rien, monsieur. Oh, tu te crois malin ? Lança Moreau en attrapant violemment le bras de Yanis. Dehors, maintenant. Attendez, s'il vous plaît, protesta Yanis, se tournant vers monsieur Durand. Mais Moreau le traînait déjà vers la porte. Sa poigne de fer. Avez-vous déjà été témoin de racisme ou de brutalité policière en 2025 ? En vous demandant combien de temps encore les gens devront se battre pour être traités comme des êtres humains ? Avant de continuer, dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous pensez que personne ne devrait souffrir à cause de la couleur de sa peau, frappez ce bouton j'aime et abonnez-vous à l'Arche des Histoires. Car la justice n'existe que lorsque les gens refusent de détourner le regard. Monsieur Durand, cria Yanis par-dessus son épaule. La voix tremblante. S'il vous plaît, appelez ma mère. L'air chaud de la nuit frappa Yanis alors que les officiers le traînaient dehors. Les lumières du parking l'éblouissaient, donnant à la scène des allures de pièce de théâtre. Moreau le projeta contre le capot de la voiture de patrouille. Le métal encore tiède de la chaleur de la journée. Écarte les jambes, aboya-t-il. Je ne résiste pas, s'écria Yanis, la voix brisée. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Mais ces mots n'avaient aucune importance. Une petite foule commençait à se rassembler. Fatima Diallo, une infirmière encore dans sa blouse bleue d'hôpital, sortit son téléphone et commença à filmer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle visait la caméra, le visage marqué par la fureur. Arrête de bouger, cria Moreau. Mais je ne bouge pas, haleta Yanis, avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Une douleur explosa dans son flanc. Le poing de Moreau s'abattit sur ses reins. Ses genoux plièrent. Il résiste, lança l'agent Lefebvre. La voix incertaine, la posture rigide. Une décharge électrique déchira le corps de Yanis lorsque les électrodes du taser le touchèrent. Il hurla, s'effondrant sur le béton rugueux, sa joue raclant le gravier. Les larmes et le sang se mêlèrent alors qu'il suffoquait le seul mot qu'il pouvait prononcer. Maman. Moreau pressa un genou dans son dos, serrant les menottes encore plus fort. La ferme. Gamin, tu pleures après ta mère. Maintenant ? Ricana-t-il. La voix de Fatima transperça le chaos. C'est une honte, ce n'est qu'un enfant. Reculez, aboya Lefebvre. Affaire de police. Henri Durand se tenait figé sur le seuil de la supérette.
agrippant le cadre de la porte si fort que ses jointures blanchirent. Il voulait aider, crier, mais des décennies de peur le paralysaient. Ses yeux s'emplirent de honte en regardant les policiers battre le garçon qu'il voyait tous les jours. Quand ils relevèrent enfin Yanis, son menton était strié de sang. Son maillot, celui que sa mère avait économisé pour lui acheter, était déchiré et sale. Ils le jetèrent sur la banquette arrière de la voiture comme un déchet. À travers la vitre, Yanis aperçut Fatima, qui filmait toujours, la mâchoire serrée de colère. Henri secoua lentement la tête. Ils viennent de faire la plus grosse erreur de leur vie, murmura-t-il. Les gyrophares de la voiture de police s'éloignèrent à toute vitesse dans la nuit. Fatima baissa les yeux sur son téléphone. La lumière rouge de l'enregistrement clignotait encore. Son doigt plana au-dessus du bouton de partage. À des kilomètres de là, dans son appartement calme de Boulogne-Billancourt, Amira Relil, la mère de Yanis, était assise au milieu de piles de dossiers, en tant qu'enquêtrice principale de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Elle passait ses journées à enquêter sur la corruption policière. Son ordinateur portable bourdonnait doucement. Une tasse de café froid intacte à côté. Son téléphone vibra à nouveau. Elle l'ignora. Il sonnait sans arrêt depuis 20 minutes. Mais elle voulait finir son rapport. Puis il vibra plus fort. 12 appels manqués. 23 messages. Une notification attira son attention en haut de son écran. Tendance France. #justice pour Yanis. Son cœur s'arrêta. La vidéo jointe au hashtag montrait une supérette qu'elle connaissait bien. Villeneuve-Saint-Clair. C'était là où Yanis était. Ses mains tremblèrent en cliquant sur la vidéo. Elle se chargea lentement, granuleuse au début, puis nette et claire. Le souffle d'Amira se coupa. La tasse de café glissa de sa main, se brisant sur le parquet. Sur l'écran, son fils était projeté contre une voiture de police, l'appelant à l'aide. Non, murmura-t-elle. Chaque son de la vidéo était comme un coup de couteau. La voix terrifiée de Yanis. Le rire moqueur du policier. Le bruit sourd quand il a heurté le sol. Quand le taser l'a frappé. La main d'Amira vola à sa bouche. Sa vision brouillée par les larmes. Quand la vidéo se termina, elle était déjà en mouvement, ses réflexes prenant le dessus. Elle ouvrit son coffre-fort, ses mains maintenant stables malgré la tempête en elle. Elle attacha son arme de service, attrapa sa plaque et ses clés de voiture. Son esprit était froid et concentré. Elle rejouait les cris de son fils, chacun attisant le feu dans sa poitrine. L'ascenseur était trop lent. Elle dévala les escaliers 4 à 4. Dès qu'elle atteignit le parking, son SUV Peugeot 508 noir de fonction. Banalisé, clignota, elle monta, claqua la portière et démarra le moteur. Accroche-toi, mon chéri, murmura-t-elle, les sirènes résonnant déjà dans son esprit. Maman arrive. Le moteur rugit, les pneus crissant alors qu'elle sortait du garage. Il lui faudrait 1 heure pour atteindre Villeneuve-Saint-Clair. Trop long. L'autoroute s'étendait devant elle. Pense comme une enquêtrice. Son instinct reprit le dessus. Entre les dents serrées, elle commença à passer des appels. D'abord à son superviseur à l'IGPN. Laissant un message bref et factuel. Ici l'enquêtrice Amira Relil. Mon fils, Yanis Relil, vient d'être agressé par des officiers du commissariat de Villeneuve-Saint-Clair. Une preuve vidéo circule en ligne. Je me rends sur place. Ensuite, elle appela son avocat, puis le défenseur des droits. Chaque message était sec, calme, professionnel, masquant le feu qui brûlait en elle. Le commissariat de Villeneuve-Saint-Clair apparut juste avant minuit. Un bâtiment de briques trapues. Elle se gara juste devant, laissant ses gyrophares clignoter. À l'intérieur, un jeune agent d'accueil leva à peine les yeux. Je peux vous aider, madame ? La voix d'Amira était de la soie contrôlée. Je suis ici pour Yanis Relil. Vous détenez mon fils. Il soupira. Les visites sont terminées. Revenez demain pour la caution. Amira posa sa plaque de l'IGPN sur le comptoir avec un claquement sec. Je ne suis pas ici pour une visite, dit-elle froidement. Je suis ici pour ramener mon fils à la maison. Maintenant. L'insigne doré brilla sous la lumière. La pièce se figea. Le visage de l'agent se décomposa. Je vais chercher le commissaire, bégaya-t-il. Quelques instants plus tard, le commissaire principal Dubois apparut, tout en uniforme impeccable et en faux charme. Madame Relil, dit-il d'un ton traînant. Quelle surprise. Je ne savais pas que l'IGPN s'intéressait aux affaires locales. Où est mon fils ? Exigea-t-elle, sa voix assez froide pour couper du verre. Écoutez, madame, dit-il doucement, votre garçon a été impliqué dans une enquête pour vol. Il correspondait parfaitement à la description. Quand nos officiers ont essayé de l'interroger, il est devenu agressif. J'ai vu la vidéo. Commissaire, mon fils n'a jamais résisté. Je veux les enregistrements des caméras piétons. Maintenant. La mâchoire de Dubois se crispa. Malheureusement, il semble y avoir un problème technique avec ces fichiers. Une panne de matériel. Vous comprenez ? Les 2 caméras sont tombées en panne en même temps ? Quelle coïncidence. Mon fils. Maintenant.
Son ton le transperça. Quelque chose dans son regard le fit reculer. Elle les suivit dans le couloir sombre menant aux cellules de garde à vue. Au fond, elle vit Yanis, assis, recroquevillé sur un banc en acier. Du sang séché striait sa lèvre et son nez. Le maillot qu'elle avait mis 3 mois à lui acheter était ruiné. Le policier déverrouilla la cellule. Amira entra, s'agenouillant devant son fils. Elle releva doucement son menton, son pouce effleurant les ecchymoses sur son visage. « Tu es en sécurité maintenant. Mon chéri, murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ils n'ont aucune idée de la personne à qui ils viennent de s'en prendre. » Le lendemain, les enquêteurs de l'IGPN investirent le commissariat. Ce que personne ne savait, c'est que Yanis avait tout enregistré depuis le début. La montre connectée qu'Amira lui avait offerte. Avec son « bouton de sécurité », avait capturé chaque mot, chaque coup. L'audio de la montre correspondait parfaitement à la vidéo de Fatima et aux caméras de sécurité de la supérette. Les policiers qui avaient brutalisé Yanis, et le commissaire Dubois qui avait menti au sujet des caméras, furent arrêtés. Ils avaient essayé d'effacer la vérité, mais la vérité les avait enregistrés. En sortant du commissariat main dans la main, Amira et Yanis virent un petit groupe de personnes qui les attendaient en silence sur le trottoir d'en face. Fatima était là, son téléphone à la main. Non pas pour filmer, mais par soutien. Monsieur Durand était là aussi, le visage grave. Quelques autres voisins se tenaient à leur côté. Ils ne disaient rien, mais leur présence silencieuse était un message plus fort que n'importe quel cri. Ce n'était pas seulement la victoire d'une mère, mais le réveil d'une communauté. Si vous croyez qu'en 2025, le racisme et la brutalité policière devraient déjà appartenir au passé, frappez ce bouton j'aime et abonnez-vous à l'Arche des Histoires. Pour des histoires qui rappellent au monde que la caméra ne cligne jamais des yeux. Et que nous ne devrions pas le faire non plus.